Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les deux parties se mettent d'accord pour le report de dette. Une convention signée entre le ministre de l'Économie et des Finances et le Fonds saoudien pour le développement. En Côte d'Ivoire, depuis 2005, le FSD a soutenu 7 projets. Cet accord vient renforcer la coopération avec le Fonds saoudien pour le développement. 12 milliards de francs CFA, c'est ce que compte investir l'État pour soutenir les filières EVA et palmiers à huile durement éprouvées par la Covid-19. Ce soutien est mis en œuvre par un projet d'appui urgence. Une action entre désormais dans sa phase active. L'organe de régulation a lancé le volet dédié aux palmiers à huile. Et puis le mois d'octobre est le mois du combat contre le cancer du sein. Deux ONG, Mafoubo et Savoir Donner, ont traduit leur engagement par l'organisation d'une journée de dépistage des femmes de Cocody. Les deux plateaux, cette action vise à détecter plus tôt la maladie afin de faciliter la prise en charge. Et puis au moins 60 personnes sont mortes ce dimanche soir en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré. Une opération de sauvetage est lancée. Plus de 100 personnes étaient toujours recherchées. Le ministre de l'Économie et des Finances est entretenu avec une délégation du Fonds pour le développement. Ils ont signé une convention de report de dette. La signature s'inscrit dans le cadre des projets financés par le Fonds. Ces prêts s'élèvent à environ 69 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Une délégation du Fonds saoudien pour le développement conduite par l'ambassadeur de l'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdullah bin Hamad Al-Sobahi, reçu au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Au nombre de la délégation, le directeur général des opérations financières du Fonds saoudien pour le développement, Saïd bin Mohamed Al-Khatani. L'Arabie saoudite, partenaire de la Côte d'Ivoire, accompagne le pays dans sa marche vers le développement à travers le financement de plusieurs projets dans différents secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite se soutiennent mutuellement. Et cette signature aujourd'hui vient dans le cadre de la rencontre du G20 initiée pour aider les autres pays pour résoudre la crise relative au Covid-19. Ça vient aussi dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'Arabie saoudite reste toujours un partenaire qui viendra toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'aider en cas de besoin. Le ministre Adama Coulibaly s'est réjoui des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. Nous venons de procéder donc à la signature d'une convention qui est relative à la suspension du service de la dette. Cette initiative a été mise en place au moment de la Covid-19 en 2020. L'Arabie saoudite a été l'un des pays qui s'est associé à cette initiative. Donc ça nous a permis, nous, de réserver les ressources qui étaient destinées au paiement du service de la dette à financer les priorités de développement. Donc aujourd'hui, nous procédons à la signature officielle de cet accord qui avait été conclu en mai. Et comme vous le savez, nous venons d'approuver le plan national de développement pour la période 2021-2025. C'est un plan ambitieux qui contient beaucoup de projets d'investissement de près de 110 milliards de dollars. Donc nous comptons sur l'Arabie saoudite comme partenaire pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. En Côte d'Ivoire, le FSD a financé depuis 2005 7 projets de développement, et ce, à travers des prêts de développement. Ces prêts s'élèvent à une valeur de plus de 104,65 millions de dollars. Plus de 33 pays en développement dans le monde ont bénéficié de cette initiative de report de la dette et des prêts bonifiés financés par le Fonds saoudien pour le développement au profit de ces pays. Une autre signature de convention, cette fois pour la construction de logements sociaux. Le ministre Bruno Nabagné-Koné et la BACI ont signé un accord de partenariat. Cette collaboration va permettre de régler le problème de financement afin de résorber le déficit de 600 000 logements. Lanciné Bakayoko. Cette convention de partenariat stratégique avec la Banque de l'Habitat en Côte d'Ivoire vise à donner un second souffle au programme présidentiel des logements sociaux et économiques. La BHCI s'inscrit pleinement dans cette vision de l'État qui est portée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et réaffirme son engagement à travailler de concert avec ce ministère pour mener à bien les objectifs communs. En signant ce partenariat, l'objectif du gouvernement est de faciliter l'accession des ménages à la propriété immobilière. Nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique et je sais pouvoir compter sur vous parce qu'encore une fois, vous serez central dans la mise en œuvre de cette politique. Je souhaite que vous en soyez conscients
et que vous vous organisiez en interne pour accompagner efficacement ce projet qui ne peut plus être un échec, qui ne doit plus être retardé non plus. Et c'est un projet qui va aller en s'amplifiant. Dans son portefeuille courant, l'État dispose d'une réserve foncière de 2000 hectares, dont la moitié dans le district d'Abidjan. L'exploitation de cette réserve devrait contribuer à atténuer le déficit. La BHCI a enregistré une réforme en profondeur, notamment à travers sa recapitalisation. L'établissement devient ainsi le moteur de la politique de financement de l'habitat social en milieu urbain. Et les filières EVA et palmiers à huile avaient aussi besoin de financement. L'État compte alors investir 12 milliards de francs CFA. Ce soutien se manifeste par la mise en œuvre d'un projet d'urgence d'appui au secteur. C'est désormais la phase active. Dans la région des Grands Ponts, le Conseil de régulation a lancé le volet dédié à la filière palmiers à huile. Mama Traoré. Une visite dans les plantations de palmiers à huile de la région du Sud Comoé permet de mesurer l'ampleur du conflit armé russo-ukrainien et son corollaire de surenchère du coût des intrants agricoles. Peu il n'y a pas d'engrais, les plants qui sont venus, il y a sec. Il n'y a pas d'engrais. Donc, manque d'engrais, elle va faire 7 ans avant de rentrer en production, au lieu de 3 ans. Manque d'engrais par faute de moyens. Passé de 20 000 à 40 000 francs CFA en moins d'1 an, la flambée du sac d'engrais entraîne une difficulté d'approvisionnement des planteurs, ce qui risque de réduire la production nationale, actuellement estimée à 1 800 000 tonnes de régime de palme par an. Comme solution, l'État initie le projet d'urgence d'appui aux filières EVA et palmiers à huile, PUA-HP, afin de soutenir les paysans en leur distribuant gratuitement de l'engrais. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir de l'engrais. Et je remercie tous les donateurs qui nous ont offert cet engrais. Ça nous permet la production pour qu'on puisse mettre nos enfants à l'école, un train de vie meilleur pour que nous puissions respirer comme les autres aussi. Si je dois acheter un sac d'engrais à 40 000 et que j'ai eu une offre vraiment favorable, ça ne me fait que plaisir. Financièrement, ça bouche un peu les trous. Lancé récemment dans le village d'Irobo, région des Grands Ponts, et mis en œuvre par le Conseil EVA palmiers à huile, le PUA-HP mobilise un investissement de 12 milliards de francs CFA financé par l'État. Il prend aussi en compte un soutien au segment de la transformation et l'émergence des PME exerçant dans cette filière. L'engrais n'est pas à vendre. Si l'opération réussit, c'est fort possible que dans les négociations à venir, cette opération va se perpétuer. On veut doubler notre production de régime de palme pour que l'ensemble des opérateurs de la transformation qui sont installés puissent fonctionner à 100% de leur capacité. Le PUA-HP prévoit également des mesures d'appui destinées aux acteurs de l'EVA-culture. En clair, il s'agit de relancer la dynamique de croissance de ces deux filières agricoles. Et ces deux filières agricoles, comme les autres produits, font face au changement climatique. Les experts ont présenté aux populations les alternatives pour une meilleure résilience. C'était lors de la 5e édition des Journées africaines de l'écologie qui a refermé ses portes à Bokanda, une plateforme de partage d'expériences et de vulgarisation de bonnes pratiques. Le reportage de Soro Corona. Accompagner les populations à s'inscrire dans la dynamique de la transition écologique face aux effets néfastes du changement climatique. C'est l'objectif principal des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et des changements climatiques. Bokanda, localité subissant aussi les conséquences du dérèglement climatique, abrite la cérémonie de clôture de la 4e édition. Le changement climatique, nous le ressentons au plus haut point. Voilà. L'effet le plus visible, c'est les perturbations sur la pluviométrie. Voilà. Il ne pleut pas en bonne saison, et donc ça perturbe les cultures. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires implémenteront 2 projets écologiques à Bokanda. La réalisation d'une centrale solaire et la production du biogaz à partir des résidus de manioc. Nous voulons, dans la ville de Bokanda, à la fois développer un projet solaire, mais également valoriser les déchets issus du manioc. Les JIFAC, ce sont aussi un forum de partage d'expériences et de vulgarisation de bonnes pratiques écologiques. Des solutions qui consistent à réduire l'utilisation des bois de chauffage à travers la fabrication des briquettes sur base des restes des récoltes et d'autres déchets. Et nous avons aussi des initiatives qui consistent aussi à promouvoir les foyers
qui consomment moins d'énergie. Le ministre Jean-Luc Assis réaffirme la volonté du gouvernement à œuvrer à trouver des solutions alternatives au réchauffement climatique. J'ai donné instruction à mes services, particulièrement à la direction de la coopération internationale et de la mobilisation des financements, pour rechercher des financements qui serviront à la mise en œuvre des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Des études sont également en cours pour le développement d'un vaste programme dénommé Programme de gestion durable des territoires, des terres et d'agriculture durable pour une meilleure résilience des jeunes face au changement climatique. Des foyers écologiques sont distribués aux populations pour réduire la pression sur la forêt. Une visite des stands et un planting d'arbres ont marqué la 4e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Cette édition avait pour thème « Quelle stratégie pour les villes vertes en Côte d'Ivoire ?» Et on s'intéresse à la lutte contre la Covid-19. Voyons le point de ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 9 nouveaux cas de Covid-19, 12 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 87 773 cas confirmés, dont 86 924 personnes guéries, 827 décès et 22 cas actifs. Au total, 20 673 697 doses administrées contre la Covid-19. Un autre mal à vaincre, et vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois du combat contre le cancer du sein. Il est bon de détecter plus tôt la maladie afin de faciliter la prise en charge. C'est le message de 2 ONG, Mafoubo et Savoir Donner, ont traduit leur engagement par l'organisation d'une journée de dépistage des femmes de Cocody et du Plateau. Frédéric Oulaï, Sephora Zegui pour le reportage. Groupe scolaire Shalom des 2 Plateaux dans la commune de Cocody. Henriette est âgée de 65 ans, se rend à la journée de dépistage du cancer du sein. Le cancer, c'est une maladie vraiment qui n'est pas bonne pour la femme. Elle est mortelle, elle détruit tout. Âgée de 14 ans, Ida est déjà consciente que le cancer du sein est une menace pour la survie de la gente féminine. J'invite toutes mes camarades du même âge que moi pour venir se faire dépister contre le cancer du sein. Dès que les seins poussent, c'est important de se faire dépister. C'est bon pour elle. Plus tu es prévoyante, plus ça t'évite beaucoup de dégâts. Le cancer du sein est l'une des pathologies fréquentes chez la femme, dont les chances de guérison sont réduites. Le dépistage, c'est seulement la palpation des seins pour voir s'il n'y a pas de nodules ou bien de masse au niveau des seins. On fait aussi l'interrogatoire pour voir si la personne n'a pas de picotements ou bien des sensations d'étirement. Difficile de parvenir à la guérison complète. Le mois d'octobre est dédié à la communication et à la sensibilisation des femmes au dépistage. C'est pourquoi des actions sont menées dans ces journées de dépistage, initiées conjointement par l'ONG Savoir Donner et l'ONG Mafoubo. Nous œuvrons dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé de l'appareil reproducteur de la femme. Toutes les activités qu'on a eu à mener jusqu'au jour d'aujourd'hui sont gratuites parce qu'on sait que le plus important, c'est la santé de nos mamans. Donc, toutes nos actions sont vraiment à but non lucratif. Si le cancer est un tueur silencieux, la guérison reste encore possible lorsqu'il est détecté au stade précoce. À l'issue de cette opération, les patientes déclarées positives au cancer du sein vont bénéficier de prise en charge pour la mammographie offerte par les initiateurs. Et il y a désormais une solution digitale pour répondre aux besoins de tous les acteurs de l'assurance. Une nouvelle attestation d'assurance auto rentre en vigueur dès le 1er janvier 2023 à 13h dans le magazine du journal. Herman Guivet a reçu Mamadou Koné, le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Je vous propose justement un extrait de l'entretien. Nous avons certaines pesanteurs administratives qui alourdissent la prise en charge des sinistres. C'est la vérification des attestations papier aujourd'hui, la vérification des attestations automobiles, dont, à l'étude, nous avons constaté qu'une bonne partie de ces attestations étaient des attestations frauduleuses. Donc, il fallait réformer ce système, faire en sorte que l'attestation papier devienne désormais une attestation digitale,
pour faciliter, et là c'est important, pour faciliter l'identification des assureurs dont les véhicules sont impliqués dans les accidents et permettre la prise en charge rapide des victimes d'accidents dans les services d'urgence dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, avec la digitalisation des attestations d'assurance automobile, on finit par économiser en termes de, je dirais, de temps d'instruction des dossiers sinistres et faire en sorte que très rapidement, dès qu'il y a un accident, on sait tout de suite quels sont les assureurs dont les véhicules sont impliqués dans cet accident-là ou bien dans ces accidents. Et cela permet d'engager très rapidement le processus de prise en charge dans les urgences et évidemment faire en sorte que les victimes qui ont été traumatisées par l'accident ne puissent pas être doublement traumatisées parce qu'effectivement, la prise en charge ne vient pas rapidement. Tout usager pourra désormais vérifier si un véhicule est assuré ou pas à travers un code USSD spécial que nous mettons à la disposition des populations qui pourront vérifier à partir de la plaque d'immatriculation si un véhicule est assuré ou pas et s'assurer que les véhicules dans lesquels nous prenons place sont des véhicules bien assurés et qu'en cas d'accident, nous serons bien pris en charge. Il n'y aura pas de coût supplémentaire pour l'usager. L'usager continuera à s'adresser à son courtier d'assurance, à son assureur, suivant les parcours clients ou bien les parcours assurés qui seront mis à sa disposition. Ce qui va changer, c'est qu'en lieu et place de recevoir une attestation papier couleur jaune qui était censée être authentique, l'usager aura désormais une attestation digitale qu'il pourra imprimer s'il le souhaite. Il aura désormais la possibilité de stocker cette attestation digitale sur son portable. La France va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du secteur de la santé. Je vous en parlais à l'instant. Le ministre français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité a rencontré le ministre de la Santé, Pierre Dimba. Ils ont parlé de la coopération, de la formation du personnel et surtout d'un appui en médicaments. Sephora Zegui. Olivier Becht, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, visite le CHU de Yopougon en compagnie de Pierre Dimba. Le ministre français réitère la volonté de son gouvernement à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement du secteur sanitaire et dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle SEMU. À la fin de sa visite, il s'entretient avec Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Au centre des échanges, plusieurs pistes de coopération. Il s'agit notamment du renforcement du système sanitaire et de l'achèvement des travaux de réhabilitation du CHU de Yopougon, entre autres. Nous avons parlé de collaboration future, notamment dans le domaine des médicaments. Nous sommes évidemment pleinement en soutien à la grande ambition du président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, de créer une couverture maladie universelle. Et nous pensons que la santé des Ivoiriens est un bien commun de l'humanité, que c'est quelque chose qu'il faut évidemment chérir et quelque chose sur lequel il faut agir le mieux possible. Donc la France est très heureuse de pouvoir contribuer à cette ambition. La France va accompagner la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de médicaments de qualité dans la mise en œuvre de la SEMU, mais surtout apporter son expertise en matière de sécurité sociale. Une collaboration qui réjouit Pierre Dimba à l'issue de son entretien avec Olivier Becht. Nous avons évoqué aussi la question des ressources humaines dans le domaine de la santé. Comment faire en sorte qu'on ait du personnel de santé en nombre suffisant, mais surtout de qualité. Et les possibilités d'innovation que nous pouvons faire dans ce domaine, bien entendu la limitation des ressources pour vraiment avancer et assurer des soins de qualité, avoir un système qui soit le plus performant possible. Le projet de rénovation du CHU de Yopougon porté par le gouvernement ivoirien est soutenu par la France par le biais d'un crédit privé garanti de 200 millions d'euros, soit un peu plus de 131 milliards de francs CFA. Alors maintenant, au nord du pays, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, fait le point des actions de développement, des réalisations qui améliorent le quotidien des populations. À Ferké, une rencontre a réuni les forces vives locales. Vous allez voir dans ce reportage de Kader Sogodogo, les perspectives sont tout aussi bonnes. Centre culturel de Ferké-Sédougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est face aux forces vives locales. Dans son rôle de président du conseil régional du Tchologo, il dresse le bilan des actions menées de janvier à ce jour. 4 collèges de proximité, 2 dans le département de Ferké-Sédougou, 1 à Kong et un autre à Diawala dans le département de Ouangolodougou. Centre de santé, électrification,
Eau potable, routes, des progrès significatifs ont été réalisés. Création des richesses, emploi des jeunes et des femmes, le projet de port sec en cours de réalisation vient comme une bouffée d'oxygène. 90 jeunes sont en formation au lycée professionnel pour la conduite des engins en prévision des activités du port sec. 138 jeunes porteurs de projets fiables auront des financements avec le programme Micro et Petites Entreprises MPE. Un projet est en cours avec l'appui de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER pour occuper 1050 jeunes et femmes dans la production du maraîcher et la pisciculture grâce aux aménagements hydro-agricoles. Le budget primitif 2023 a été adopté. Plus de 1,3 milliard de francs CFA pour les investissements sur un budget total de 2,266 millions de francs CFA. L'avenir est prometteur. Toutefois, la sécurité, la défense nationale doivent être de mise. Le Tchologo, qui a connu plusieurs attaques terroristes, doit rester vigilant. L'actualité autour de nous en termes de sécurité est préoccupante et même déplorable. Or, sans sécurité, comme vous le savez, il n'y a pas de développement, donc pas de progrès social. C'est pour cela que j'en appelle à la vigilance de tous pour dénoncer tout acte suspect dans nos localités. Cette rencontre, qui est la 4e session du Conseil régional, est la dernière de l'année 2022. Et du nord, on s'arrête au centre dans le département de Béoumi. Les populations de Bouakama et celles des villages environnants, reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara, les différentes localités sont connectées au réseau électrique national. Une cérémonie initiée pour marquer la célébration de la lumière. Le ministre Sidi Touré indique que les actions de développement vont se poursuivre. Voici le reportage de Charles Petrou. Bouakama, dans la sous-préfecture de Marabadiassa, département de Béoumi. Le village est désormais connecté au réseau national électrique. Les populations bénéficiaires, ivres de joie, n'ont pas voulu passer sous silence la mise sous tension marquant une grande mobilisation pour célébrer la lumière et témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, dont les actions de développement profitent largement à leur localité. Belle occasion pour le député de Bodokro Marabadiassa, Atembre Jules, de traduire sa reconnaissance aux habitants de Bouakama et aux populations des villages environnants pour leur choix porté sur sa personne. Témoin de la fête de la lumière, Sidi Tchemoko Touré, cadre de Béoumi et membre du gouvernement qui a œuvré à la prise en compte du village par le programme national d'électrification, ne cache pas également sa joie, rappelant toutes les actions de développement menées par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. La lumière comme la route apporte le développement. C'est pour ça qu'avec l'autorisation du président de la République, nous essayons tant bien que mal de poser les actes structurants qui permettraient à Bouakama, mais aussi à Marabadiassa, sans oublier tout le grand, j'allais dire même le département de Bodokro, tout Bodokro, en tout cas, faire poser les actes structurants pour que toute cette circonscription puisse bénéficier des actes de développement du chef de l'État. Le ministre Sidi Touré et les autorités locales de Béoumi ont visité le chantier du forage en construction pour l'adduction en eau potable dans la région. En culture, le processus du retour des biens culturels en Afrique est en cours. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir le tambour-parleur Didi Ayokwe du peuple Achan, une cérémonie organisée pour préparer cet événement à Djamé Village. C'était en présence de certains membres du gouvernement. Issa Tionayo. 106 ans, c'est le temps que le tambour-parleur a été arraché au peuple Achan par le colonisateur. Dans quelques jours, voire quelques semaines, ce sera qu'un vieux souvenir. Didi Ayokwe sera de retour en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de préparation du retour de cet objet précieux de cohésion pour le peuple Achan est organisée à Djamé Village. À l'occasion, une ambiance de grand jour ponctuée par un cérémonial traditionnel et des prestations des danses des Bidjans.
Pour ce retour du tam-tam parleur, la chefferie traditionnelle Achan et les autorités municipales ne cachent pas leur satisfaction. Le ministre-gouverneur Robert Begremambé et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, se réjouissent du retour imminent de Djidji Ayokwe. Djidji Ayokwe sera bientôt dans son lieu de domicile originel après plus de 102 ans. Le retour du tambour parleur des Kaman, des Bidjan, le retour de Djidji Ayokwe est annoncé et est devenu une réalité en mouvement. Comme vous le savez, notre pays, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, est engagé dans une démarche inclusive pour le retour de ces biens culturels dont elle est privée depuis plus d'un siècle. Cette privation a entraîné du désarroi, de la peine, de la colère, de l'incompréhension, puis une volonté ferme portée par les plus hautes autorités de ce pays de la restitution de ce qui nous appartient. Une nouvelle page s'écrit pour les anciens qui nous ont précédés, qui sont demeurés dignes, et pour les générations futures. Cette cérémonie de préparation du retour du tambour parleur a été l'occasion pour le peuple Achan de célébrer la ministre de la Culture et de la Francophonie en tant que fille d'Adjamé village. Dans le reste de l'actualité, au moins 60 personnes ont perdu la vie ce dimanche soir en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré. L'ouvrage venait de rouvrir au public après des mois de travaux. Une opération de sauvetage a été lancée impliquant des plongeurs. Plus de 100 personnes étaient toujours recherchées par les secours. Selon des responsables locaux cités par des médias, les personnes qui s'y trouvaient sur le pont se livraient à des rituels dans le cadre d'un festival religieux. Et la suite de l'actualité internationale, c'est dans le 7/7, la revue des principales informations qui ont dominé la semaine. C'est avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Rishi Sunak est désigné nouveau Premier ministre britannique à la suite de Liz Truss. Il a promis apporter stabilité et unité face aux difficultés économiques que connaît le pays. À 42 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire du Royaume-Uni. 2 policiers nigériens ont été tués lors d'une attaque contre un poste de police à Tamou, une ville proche du Burkina Faso, tandis que 7 assaillants ont été abattus dans la riposte de l'armée. Du matériel militaire a été emporté. Les opérations de ratissage se poursuivent. Le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires, pour diriger le pays jusqu'au retour à un ordre constitutionnel en juillet 2024. Le 14 octobre, une charte a été adoptée prévoyant la mise en place d'un gouvernement n'excédant pas 25 membres et d'une assemblée législative de 71 membres. Le gouvernement du nouveau président kényan William Ruto a prêté serment 2 mois après un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans le calme. Les 22 membres de l'équipe gouvernementale auront pour tâche de s'attaquer à la hausse du coût de la vie dans le pays. Avec ses 50 millions d'habitants, le Kenya est la locomotive économique des États de l'Afrique de l'Est, mais un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Au moins 67 personnes sont mortes dans un glissement de terrain et des inondations causées par de fortes pluies. Un précédent bilan officiel faisait état de 42 morts et 16 personnes portées disparues. Les eaux de crue ont rapidement envahi plusieurs villes et villages sur l'île de Mindanao. Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 300 blessés dans un double attentat à la voiture piégée sur une artère très fréquentée de Mogadiscio. 2 voitures remplies d'explosifs ont explosé à quelques minutes d'intervalle dans l'après-midi, suivies de coups de feu lors d'une attaque visant le ministère somalien de l'Éducation. Au moins 146 personnes sont mortes et environ 150 autres blessées dans une bousculade lors des célébrations d'Halloween. Un porte-parole des pompiers a indiqué que 140 ambulances ont été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes.
C'était le 7 sur 7 avec Angela Diallo et Alexis Ouedraogo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. L'enfant peut marcher plus vite que l'ancien, mais c'est l'ancien qui connaît très bien la route. Je vous souhaite une fructueuse semaine.